Je participais depuis quelque temps à une table hebdomadaire dans ma boutique de jeux locale. On faisait surtout des one-shots et quelques petites campagnes tranquilles. Puis quelqu'un a proposé de lancer une nouvelle campagne Tomb of Annihilation le mercredi et m'a invité à rejoindre le groupe. Évidemment, j'accepte. Le MJ précise que Tomb of Annihilation est une campagne difficile et qu'il ne retiendra pas ses coups quand il s'agira de situations pouvant tuer des personnages joueurs. Sur le moment, je n'y prête pas trop attention, mais j'allais vite regretter de ne pas avoir pris cet avertissement plus au sérieux. Je crée donc mon personnage. Son background, c'est un forgeron qui rêvait de devenir un glorieux paladin, mais qui n'en a jamais eu la force ni les capacités. À la place, il s'est appuyé sur une dague mystérieusement magique qu'il a lui-même forgée et qui lui a confié des pouvoirs d'occultiste de la lame maudite, afin de poursuivre son rêve et de devenir un véritable aventurier. Première alerte, le MJ me passe au crible parce que je veux jouer un personnage multiclassé occultiste paladin et m'accuse de power gaming. Selon lui, occultiste paladin est une combinaison trop forte et trop synergique, et il affirme que je n'ai choisi ça que pour rouler sur la campagne qu'il a préparée. Je nie cette accusation, mais il refuse de m'autoriser ce multiclassage tant que je ne lui justifie pas pourquoi un occultiste deviendrait aussi paladin. Je lui explique donc le background de mon personnage, et il semble finalement céder. Cependant, il décide de choisir lui-même mon patron, sans me le révéler sur le moment, ainsi que les circonstances du pacte. Selon lui, alors que mon personnage forgeait des dagues dans son atelier, une entité mystérieuse a marqué le dos de sa main et la dague d'un sigil, affirmant que mon simple désir de gloire suffisait à me lier par un pacte et qu'un prix devrait être payé. Prix que je découvrirai bien assez tôt. Puis mon personnage perd connaissance et se réveille avec le reste du groupe au début de la campagne. Les premières sessions se passent plutôt bien et je m'amuse beaucoup. Toutefois, je remarque rapidement que beaucoup d'ennemis me ciblent en priorité, me passent souvent à tabac, parfois même assez violemment. À chaque fois, le MJ lâche des remarques désinvoltes du genre « Ton power gaming n'a pas l'air de bien marcher, hein ?» ou « Peut-être que ça n'arriverait pas si tu ne power gamais pas ?» Je rétorque que je ne power game pas, que j'aime juste les classes d'occultiste et de paladin. Le MJ me répond alors avec sarcasme « Bien sûr, c'est d'ailleurs pour ça que ta force est si basse et que tu min-max les autres stats, c'est ça ?» Bon, c'est vrai que ma force était basse, à la fois pour des raisons de background, mais aussi parce qu'en tant que lame maudite, je pouvais attaquer avec le charisme. Donc oui, j'utilisais consciemment les mécaniques du jeu. Mais à chaque fois que je m'agace de ces accusations, on me répond que je prends trop ça au sérieux ou que je devrais arrêter de m'énerver pour un jeu. Plus tard, un des membres du groupe qui est assez nouveau en jeu voit son premier personnage mourir. Honnêtement, c'était pour une raison stupidement drôle, son barbare a essayé de crocheter un glyphe de garde posé sur le phylactère d'une liche. Pour son nouveau personnage, il choisit un pistolero, mais le MJ rechigne énormément, estimant que les armes à feu sont trop puissantes dans notre univers. Il impose donc des contraintes, gestion stricte des munitions, fabrication des balles soi-même et entretien méticuleux de l'arme tous les jours. Clairement, c'était censé le dissuader. Je propose alors de m'occuper de la fabrication des balles et de l'entretien de l'arme, en lien avec mon background de forgeron. Je trouve l'idée cool et vraiment utile pour le groupe. Le MJ me répond qu'il est impossible que mon personnage sache ce qu'est une arme à feu, car il n'y en a quasiment pas dans ce monde, et qu'il hésitait déjà à autoriser l'autre joueur à prendre cette classe. Je propose donc d'étudier l'arme intensivement la nuit pendant presque une semaine. Il accepte. Je fais d'excellents jets d'investigation et deviens finalement le plus grand expert en armes à feu du setting. Malheureusement, le pistolero meurt lui aussi lors d'une session à laquelle je n'étais pas présent. Quand je reviens, je demande si je peux hériter de son revolver pour lui rendre hommage, puisque c'est moi qui le réparais et le rechargeais constamment. Les autres joueurs sont d'accord, mais le MJ répond « Soyons honnêtes, tu veux juste mettre la main sur une arme surpuissante. C'est pas grave, hein, mais juste sois honnête. » J'ignore la remarque et je récupère l'arme. Mais le MJ décrète alors sur le champ que le revolver s'est brisé lors de la mort du pistolero. Si je l'utilise, je subis des malus cumulables à mes jets d'attaque. En plus, tirer avec l'arme dans la jungle fait toujours assez de bruit pour attirer des dinosaures zombies que je devrais affronter ensuite. Je sais pas pourquoi j'ai accepté ça, mais comme aucun autre joueur ne protestait, j'ai encaissé. Plus tard, je tente d'entrer volontairement en communion avec mon patron, puisque je ne sais encore absolument rien de lui ni des termes de notre pacte. Après pas mal d'efforts, je réussis à le contacter en rêve. Il apparaît comme une silhouette encapuchonnée très évasive avec un discours arrogant du type « Un artisan ne se soucie pas de l'opinion de ses outils ». Il m'explique seulement que j'ai scellé le pacte au moment où j'ai désiré la gloire au-dessus de ma condition misérable, que le prix sera révélé en temps voulu et que je peux l'appeler tard. Les sessions suivantes s'enchaînent. Nous affrontons régulièrement des mages rouges absurdement puissants, mais que nous parvenons à vaincre ensemble. Mais un schéma se répète. Quasiment tous les PNJ que nous rencontrons, alliés ou ennemis, sont niveau 15 à 18, alors que le groupe est niveau 5. Résultat, impossible de convaincre, mentir ou réussir des tests sociaux, car ils ont toujours mystérieusement plus 10 ou plus en intuition, ou dans la compétence la plus pénible à ce moment-là. Les combats impliquent souvent des vagues d'ennemis lançant des sorts de haut niveau, et dès qu'il y a du bruit,
Surtout quand moi je lance une décharge occulte ou tire avec mon revolver, des hordes de dinosaures zombies débarquent. Un jour, un mage rouge que nous avions vaincu est capturé par des Arachocras dans un monastère. Avant d'y arriver, Tar m'envoie une vision. Les mages rouges que nous affrontons sont en réalité ses acolytes. Il exige que je libère les prisonniers pour obtenir sa bénédiction. Vision d'un revolver doré à l'appui. Si j'échoue, je subirai sa colère. On arrive au monastère et je raconte au groupe la vision que j'ai eue. On met alors au point un plan assez élaboré pour accéder au donjon du monastère afin d'interroger le mage rouge prisonnier et éventuellement organiser sa libération. On finit par atteindre la cellule, mais quand je m'approche, le mage rouge ne réagit quasiment pas. Il m'ignore presque totalement, même s'il me reconnaît à peine, contrairement au reste du groupe qui l'ignore complètement. Jusqu'au moment où mon patron finit par posséder le mage rouge, se met à narguer mon personnage, puis lui brise la nuque, le laissant mort sur le sol. Il éclate de rire dans ma tête et murmure que j'ai échoué et que cette faute doit être payée, alors même que je n'ai jamais eu une réelle opportunité de libérer le mage rouge et que c'est mon propre patron qui l'a tué. Finalement, le groupe est expulsé du monastère et on m'accuse d'avoir tué leurs prisonniers. Malgré tout, ils nous laissent l'équipement du mage rouge, qui comprend plusieurs objets magiques, ainsi qu'un journal intime censé appartenir à mon patron. Je le récupère évidemment, et le MJ me devance avec enthousiasme en me demandant si je souhaite l'ouvrir. Je réponds non, pas tout de suite, car le groupe me conseille de le faire identifier d'abord pour vérifier qu'il n'est pas maudit, ce avec quoi je suis plutôt d'accord. À la session suivante, nous reprenons la route vers la ville. Mon personnage est profondément traumatisé par ce qui s'est passé et reste donc très évasif sur les événements. Une fois de retour dans la ville principale, le MJ continue pourtant à me demander si je veux ouvrir le journal, ajoutant qu'il semble devenir de plus en plus lourd dans mon sac. Je refuse encore parce que tout ça est évidemment très louche. Nous rencontrons alors un homme nommé Wakanga, l'un des émissaires de la prêtresse qui nous a envoyés en mission. Il nous interroge sur ce qui s'est passé dans notre aventure et me demande spécifiquement ce que je sais et ce que j'ai récupéré au monastère. Je réponds honnêtement. Nous avons rencontré un mage rouge, il a été tué par mon patron et j'ai récupéré une sorte de journal dont je ne sais pas grand chose. J'explique aussi que j'ai pas envie d'entrer davantage dans les détails et que le reste du groupe pourra compléter si besoin. Wakanga m'accuse alors de mentir. Je nie, mais bien sûr il réussit un jet de perspicacité absurdement élevé, autour de 26 ou 28, totalement impossible à battre pour mon personnage niveau 6 sans un 20 naturel. Je rate donc, et Wakanga lance zone de vérité sur moi, me demandant de tout lui révéler. Je répète la vérité, en expliquant que je suis très affecté par ce qui s'est passé et que je n'ai pas envie de revivre ces événements. Malgré le fait que je ne viole pas la zone de vérité et que je n'ai aucun jet à faire, Wakanga décrète quand même que je mens et annonce qu'il y aura des conséquences. À ce moment-là, le MJ me dit que je sens le journal me brûler à travers mon sac. Or, je suis en train de poser des questions sans rapport à Wakanga sur la ville et de demander des indications pour trouver une forge. Le MJ m'avait dit plus tôt que si je voulais réparer mon arme à feu pour arrêter de subir des malus, il me fallait une vraie forge. Le MJ refuse cependant que j'ignore le journal en feu, donc je retire mon sac pour continuer à discuter. Finalement, le MJ abandonne toute subtilité et m'incite ouvertement à examiner le journal. Je finis par dire « D'accord, très bien », et je tends la main vers le journal. À l'instant même où je le touche, mon patron révèle sa véritable identité, la liche Zastam. Il me possède, tue un membre du groupe en utilisant mon corps et tente d'assassiner la prêtresse qui nous a confié les quêtes. La tentative échoue et le reste du groupe parvient à me maîtriser. Même inconscient, Zastam continue de manipuler mon corps comme une marionnette, narguant le groupe en disant qu'ils devront me tuer pour s'en débarrasser. Finalement, le groupe détruit le journal, ce qui met fin à la possession. Wakanga enferme alors Zastam dans une boîte magique, ce qui, selon le MJ, me permet de rejouer normalement pendant un moment sans avoir à obéir à mon patron Lich. Peu après, je constate que le membre du groupe que j'ai tué revient en jeu avec un nouveau personnage déjà prêt. Je comprends alors qu'il avait demandé à changer de personnage et que le MJ s'est servi de moi pour provoquer sa mort. Plus tard, sur le chat du groupe, ce joueur, appelons-le Jack, me lâche. Franchement, je pensais que tu serais plus énervé par la dernière session, mais j'imagine que t'as compris que parfois tu peux rien faire contre ce que le MJ décide. Je réponds que j'avais pas prévu d'en parler, mais que non, j'étais pas content du tout, que j'aurais pu encaisser si quelqu'un m'avait expliqué ce qui se passait, mais que j'ai pas aimé être possédé pendant tout le combat final, avec la peur constante que mon personnage soit tué, sans que j'aie le moindre contrôle. Jack me répond de passer à autre chose, et que si ça ne me plaît pas, j'ai qu'à quitter la campagne. Je lui dis que c'est une remarque inutilement agressive pour ce qui semble être une critique raisonnable. 2 autres membres du groupe sont d'accord avec moi, mais Jack continue à me dire de me taire ou de partir. Le MJ intervient alors et balaye tout ça en disant « Haha, désolé, je suppose que t'as juste été victime d'une mauvaise écriture de ma part. Ouais, j'aurais peut-être dû t'en parler, mais bon, c'est pas si grave, c'est juste un jeu. J'ai pas vraiment envie de m'en soucier plus que ça. » Malgré tout, je continue à jouer, sûrement à cause du biais des coups irrécupérables, et j'essaie simplement de faire progresser mon personnage dans mon coin en cherchant une forge pour réparer mon arme. Mais comme par hasard, dans chaque ville où je demande s'il y a une forge, il n'y en a pas.
Et dans celle où j'y pense pas, on m'annonce après coup qu'il y en avait une, mais qu'elle est maintenant entre 2 et 5 jours de voyage derrière nous. Je proteste en disant que ça n'a aucun sens. Sachant que je cherche une forge depuis des semaines, mon personnage n'aurait jamais quitté une ville équipée sans enquêter. Le MJ me répond qu'il ne va pas me tenir la main et que si je veux savoir si une ville a une forge, je dois poser la question explicitement et que le groupe doit accepter de se détourner de la quête principale juste pour réparer un de mes objets. Bien entendu, les villes suivantes n'ont toujours pas de forge quand je demande. On arrive alors aux dernières sessions. Nous sommes niveau 7, j'ai 4 niveaux d'occultiste, 2 de paladin et 1 de guerrier. Le MJ me reproche régulièrement de trop multiclasser, m'accusant encore de power gaming et exige que je justifie mon niveau de guerrier. Il décide finalement que je dois avoir une phase d'entraînement scénarisée pour justifier mes niveaux de guerrier. Nous arrivons donc dans un campement de paladins de la gloire. Je les salue en tant que paladin, mais ils me rejettent en disant que je ne suis pas un vrai paladin parce que je n'ai pas encore prêté de serment. Le MJ confirme alors HRP que je ne suis pas un vrai paladin puisque je n'ai que 2 niveaux dans la classe. L'entraînement consiste à suivre le paladin en chef, Ragnar, dans la jungle, où il fait volontairement un vacarme monstrueux, attirant 3 T-Rex que je dois affronter seul pendant qu'il regarde, tout ça dans le but de prouver ma valeur. Avant ça, le MJ effectue un jet d'escamotage secret, avec un bonus ridicule de plus 10, et me demande un jet de perception DD28. Évidemment, j'échoue. Je soupçonne quelque chose et demande à vérifier mes poches. Le MJ dit que je n'ai pas le temps à cause des dinosaures, mais finit par accepter, je ne remarque rien. Je combats donc les dinosaures pendant que Ragnar me nargue, me traite d'idiot parce que je tiens ma position, puis de lâche quand je me replie vers lui en demandant de l'aide. Je finis par tuer un T-Rex qui revient immédiatement en zombie à cause de la malédiction de mort qui pèse sur la région, avec tous ses PV. Incapable d'affronter l'équivalent de 6 dinosaures seuls, je tombe à 0 PV. Ragnar, paladin PNJ niveau 18, me relève magnanimement avec imposition des mains pour 5 PV, puis anéantit tous les dinosaures en un coup. Il me dit ensuite que ça te serve de leçon. N'attaque jamais seul et fais confiance à tes alliés. Alors que je n'ai jamais fait ça et qu'il m'a traité de lâche quand je lui ai demandé de l'aide. Il me refuse ensuite tout repos et m'envoie avec mes 5 PV rejoindre le groupe dans un repère gobelin. Je m'auto-soigne quand même avec imposition des mains et je les rejoins. À l'intérieur, une ligne entière de gobelins apparaît derrière moi prête à me tuer. Je dis que je saisis mon revolver pour les éliminer d'un tir perforant. Le MJ sourit et me dit que j'aurais dû vérifier mes poches. Ragnar m'a volé mon arme et tire en l'air avec, gaspillant mes dernières balles. Je proteste sur tous les points possibles. Un paladin ne devrait pas avoir un tel bonus d'escamotage, ça va à l'encontre de son serment, et j'ai explicitement vérifié mes poches. Le MJ balaie tout et me presse de jouer. Je dois utiliser mon arbalète de poing à la place qui ne tue pas les gobelins. Ils me tombent dessus et me mettent à terre, et le MJ précise qu'il compte me tuer au prochain tour. Devant mon silence, il lâche « Hey, c'est toi qui as merdé, mec, je sais pas quoi te dire. Hein. » Le reste du groupe, cependant, ne laisse pas faire. Malgré le fait que je sois pris pour cible par la majorité des gobelins, ils parviennent tous à les éliminer et à me maintenir en vie. Ce pourquoi le MJ me dit que je devrais être très reconnaissant. Finalement, à la fin du combat, l'un des cadavres se relève et se transforme en nul autre que l'archiliche Acererak en personne, le grand méchant de notre campagne. Il s'adresse au groupe avec le discours classique de vilain, puis se tourne vers mon personnage et commence à me provoquer pour exactement les mêmes raisons que le MJ. Mon multiclassage, le fait que je dois me croire surpuissant alors qu'en réalité je ne le suis pas, et bien sûr que je ne suis pas un vrai paladin. Je me contente de lui répondre « Et selon quels critères je suis pas un vrai paladin ?» Acererak marque un temps d'arrêt. Le MJ me regarde incrédule et me dit « Mec, sérieux? T'essaies vraiment de jouer au plus malin avec Acererak là maintenant ?» Je réponds que j'ai déjà tenu tête à pas mal d'horreurs Eldritch au cours de cette campagne. Le MJ hausse les épaules et fait « Ok. » À ce moment-là, il fait littéralement se téléporter Acererak derrière moi, me balance un sort nécrotique de niveau 6 qu'il ne prend même pas la peine de nommer, il se contente de lancer une pelletée de dés derrière l'écran, et bien sûr, ça suffit à me mettre à terre instantanément, ce qui n'était pas très difficile vu mes points de vie à ce moment-là. Après ça, Acererak regarde mon corps inconscient et dit « Bon, je peux quand même pas laisser ça traîner. » Il enchaîne alors avec mot de pouvoir mortel, vaporisant mon personnage et tout ce que je portais en un instant. Je ne dis rien, le MJ me regarde et lâche. « Pourquoi t'as fait ça, mec? Pourquoi il a fallu que tu répondes à Acererak? » Enfin bref, j'ai hâte de voir le prochain personnage que tu vas créer. Je ricane et je réponds « Prochain personnage ?» Le MJ dit « Bah ouais, vas-y, crée ton prochain perso. » Et je réponds « Non merci, ça ira en fait. » Le MJ me demande alors sincèrement pourquoi je veux pas refaire un personnage, et m'explique que la mort est naturelle et attendue dans Tomb of Annihilation. Je lui dis qu'on pourra en parler plus tard s'il veut, mais il insiste. « Non, dis-moi maintenant pourquoi tu veux pas continuer à jouer. » Je lui réponds simplement que je me suis déjà assez fait emmerder, voler des trucs et rabaisser tout au long de cette campagne, que j'ai aucune envie de recommencer ça avec un autre personnage. Donc j'arrête.
Le MJ a l'air choqué et confus, mais se contente de dire « Ok ». Et là-dessus, il met fin à la session en faisant l'éloge d'Acererac auprès du reste du groupe. Waouh, il était balèze, hein. Je me demande comment vous allez réussir à le battre plus tard. Pour être honnête, j'étais plutôt soulagé que mon personnage se fasse tuer à ce moment-là, parce que j'avais déjà prévu de quitter la campagne si je ne récupérais pas mon flingue que le paladin m'avait volé, sans raison valable. Finalement, j'ai prévu de rejoindre une autre partie, menée par l'un des joueurs de cette table que j'ai trouvé vraiment sympa. J'espère simplement que ça se passera mieux que celle-ci. Petit aparté, on vient de passer les 500 abonnés, merci sincèrement. La chaîne elle grandit parce que vous êtes là, parce que vous commentez, que vous partagez, et moi ça me motive énormément à continuer. Merci beaucoup, vraiment. Allez, je vais vous donner mon avis sur cette histoire, et juste après je vous raconterai comment Mickey a aidé une MJ à faire taire des joueurs qui chantaient trop de Disney à sa table, vraiment. Bon, il y a effectivement rien de plus énervant que quelqu'un qui t'attribue de mauvaises intentions, te provoque en permanence là-dessus, et le jour où ça touche juste, te reproche de trop prendre les choses à cœur parce que c'est qu'un jeu. C'est une mécanique ultra classique. On pique, on insiste, on dénigre, et puis on invalide la réaction émotionnelle qui arrive derrière. À une table de JDR, et même ailleurs d'ailleurs, c'est ultra toxique, point barre. Cela dit, même si le MJ de cette histoire il est clairement pénible, moi je vois pas une situation avec un bourreau d'un côté et une victime irréprochable de l'autre. Il y a des torts des deux côtés. Côté joueur, il y a un vrai manque de lecture de l'implicite. Quand un MJ insiste lourdement sur le fait qu'il aime pas les armes à feu dans son univers, qu'il pousse très fort sur un objet maudit en particulier, c'est pas forcément une tentative de contrôle de ton personnage. Très souvent, ça peut juste vouloir dire « je suis pas à l'aise avec cet élément » ou « c'est par là que la suite du scénario se déroule ». Dans ce genre de cas, simplement dire clairement « ok ouais, j'ai compris et je vais faire ça bientôt », ça peut désamorcer beaucoup de tension. Bon, côté MJ en revanche, il y a plusieurs signaux d'alerte inquiétants. Les accusations HRP répétées de Power Gaming qui se traduisent ensuite par des rapports de force en jeu, c'est extrêmement mauvais signe. Ça veut juste dire que le MJ utilise son pouvoir pour des problèmes personnels. À partir de là, lui confier ses personnages et son plaisir, c'est clairement une mauvaise idée. Il y a de fortes chances qu'ils s'en servent contre toi. Autre gros point noir, le fameux « c'est ce que mon personnage ferait », ce raisonnement il n'est pas plus acceptable pour un MJ que pour un joueur. Tuer instantanément le PJ parce que Acererac ferait ça s'il était provoqué, c'est pas une fatalité scénaristique, c'est un choix. Et il y avait littéralement des dizaines d'autres façons de mettre la pression ou de terroriser le groupe sans supprimer un personnage sur un coup de sang. Là, c'est pas du drame narratif, c'est une sanction. Au fond, le débat sur le power gaming, réel ou non, toléré ou non, il est presque secondaire dans cette histoire. Ironiquement, le meilleur conseil, il est lâché par Jack, presque par accident. Si ce qui se passe à une table te plaît pas, va-t'en. Allez, on termine sur quelque chose d'un peu plus léger. Célia nous raconte comment elle a géré à sa manière bien à elle deux perturbateurs qui chantaient du Disney. Sur ma toute première table, il y avait deux joueurs qui ont depuis déménagé et ne jouent plus avec nous, qui passaient leur temps à chanter des chansons Disney, même en plein combat. En secret, j'ai donc peint une figurine Warhammer, un Vermin Lord. En gros, un énorme rat démoniaque. À la partie suivante, dès qu'ils se sont remis à chanter du Disney, j'ai posé la figurine sur la table et je leur ai annoncé que leur chant venait d'invoquer un démon ancestral nommé Mickey Mouse que seuls eux pouvaient voir. Initiative, combat. Je l'avais volontairement prévu imbattable, histoire de leur donner une leçon. Ils ont failli y passer. Et après ça, ils n'ont plus jamais chanté de Disney. Perso, j'ai pouffé de rire en lisant cette histoire. Si comme Célia, vous voulez m'envoyer votre anecdote, vous pouvez le faire par mail à l'adresse qui est dans la description. Et pour finir, dans la catégorie des MJ qui abusent clairement de leur position, il y a ces deux-là dont j'ai parlé dans une précédente vidéo. Eux utilisaient le JDR pour pousser leurs amis dans leur lit. Si tu veux voir cette histoire en détail, je te mets le lien ici. Sur ce, à la semaine prochaine.